on doit manifester notre inquiétude, non pas par rapport à la réforme elle-même, mais par rapport aux conditions dans lesquelles le débat se tient, parce que la réforme, ben oui, mais il faut qu'elle soit le résultat finalement d'un consensus le plus large possible. Quand on touche à ce qui est essentiel dans une société, on ne peut pas le faire de manière trop étriquée. Nous avons le plaisir d'accueillir dans la seconde partie de cette heure d'actualité Aryeh Ben-Semoun. Aryeh, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle que vous êtes le directeur général du think tank Elnet Paris, Elnet France, et nous voulions avec vous essayer d'avoir une appréciation de ce qui se passe, de comment ce qui se passe actuellement en Israël autour de la réforme judiciaire est perçu à l'étranger. Comment vous-même vous parvenez à essayer d'expliquer ce qui se passe à, on va dire, des personnalités politiques en France qui pourraient être effrayées par la tournure que prennent les choses, en tout cas l'ampleur médiatique donnée à cette réforme judiciaire de Yariv Levin. Tout d'abord, c'est d'abord la tournure que prennent les choses, comme vous le dites, Daniel, qui est extrêmement préoccupante. La réforme, elle est d'une certaine manière, sur ce sujet-là comme sur d'autres, la volonté de réforme est normale, elle est naturelle. Et d'ailleurs, nous vivons en ce moment en France une situation très chaotique liée à la réforme, non pas du système judiciaire, mais des retraites. Et c'est tout aussi dramatique et dramatisé à la fois par ceux qui s'y opposent et également, bien sûr, par les médias qui relatent tout cela. Donc, ce qui nous préoccupe et ce qui préoccupe beaucoup les gens, finalement, c'est les conditions dans lesquelles cette réforme est en train de se dérouler, ou en tout cas dans lequel le débat sur la réforme judiciaire en Israël a lieu. Et donc oui, c'est très préoccupant, c'est même inquiétant pour l'état de la société israélienne, mais j'ai envie de vous dire, Daniel, elle en a quand même vu d'autres, et le fait est qu'elle en verra d'autres, et c'est d'ailleurs le propre des démocraties. Donc très préoccupé par les conditions de violence, d'âpreté du débat, où on a, comme toujours dans les grandes démocraties aujourd'hui, l'impression qu'on ne se préoccupe pas vraiment du fond, mais qu'on est sur des postures, sur des principes, sur des positions d'affichage, d'intransigeance, outrancière parfois, avec des réactions qui le sont tout autant. Et donc là, je voudrais vraiment renvoyer dos à dos les deux camps. C'est pas quelque chose que j'aime faire, mais en l'occurrence sur ce sujet-là, oui. Intransigeance du gouvernement qui semble vouloir passer en force, même s'il dit qu'il veut discuter, négocier, trouver un compromis. Et puis outrance également de l'opposition qui ne veut rien entendre, qui demande le retrait absolu, immédiat de la réforme avant de pouvoir discuter de quoi que ce soit. Tout ça sont des positions qui sont assez caricaturales. Je veux croire et j'espère que la démocratie israélienne, vibrante, très forte, alors j'entends des choses qui sont tellement abominables, la fin de la démocratie, l'instauration de la dictature, la mise en place d'une théologie, enfin tout ça n'est pas très sérieux pour dire les choses telles qu'elles sont. Enfin si, c'est très sérieux parce qu'on ne devrait pas, dans un pays comme Israël, dans une démocratie parlementaire aussi vibrante, tenir des propos aussi outranciers. Voilà, ça c'est l'ambiance générale. Donc oui, les gens nous posent des questions, ils sont inquiets, ils se demandent où va Israël, parce que eux non plus n'ont pas lu la réforme, ne connaissent pas le texte, ne connaissent pas la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le système judiciaire israélien, qui est à bien des égards exemplaire, mais qui n'est pas sacré. Il y a alors justement, rien de, si vous permettez l'expression, Daniel, de kadosh, de sacré dans cette affaire-là. Et comme tous les sujets, le système judiciaire n'échappe pas à la règle. Il doit être révisé, repensé, modernisé. Oui, réformé, ça n'est pas un gros mot. Et moi, je reste quelqu'un, de manière générale, de partisan, non pas de la réforme judiciaire, mais des réformes en général. Et j'espère toujours que dans une démocratie, eh bien, on peut faire autre chose que s'envoyer des anathèmes à la figure, et qu'on peut discuter, qu'on peut dialoguer, qu'on peut composer, qu'on peut, oui, trouver des compromis. Compromis non plus n'est pas un gros mot. Au contraire,
C'est d'ailleurs le principe du fonctionnement de la vie politique en Israël. C'est un système parlementaire, il faut former des coalitions avec des gens qui a priori n'étaient pas forcément d'accord sur tout, et puis il faut que la coalition, donc la majorité, trouve une manière de fonctionner aussi avec la minorité qui n'est pas forcément une opposition, qui l'est par nature, mais pas uniquement. On doit pouvoir, dans un système démocratique moderne, et puis dans des sociétés de plus en plus complexes, finalement, être capable de se parler, de se respecter. Et si j'osais, puisque nous sommes à parler de la situation politique en Israël, je dirais, reprenons finalement les grands enseignements du Talmud et faisons en sorte que à la Knesset, il y ait Elou ve'Elou dibrei Elohim Chaim, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce qui soit dit soit parole du Dieu vivant, et que chacun se dise, je ne détiens pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue, et peut-être que je dois faire un effort, même si à la fin, il faudra trancher, et les majorités sont là, après que le débat ait eu lieu, pour trouver des solutions. Voilà, donc ça c'est sur la forme. Après, si vous voulez, on parlera du fond. Oui, alors justement du fond, je voudrais savoir, lorsque vous êtes par exemple en discussion avec des personnalités politiques en France qui vous demandent qu'est-ce qui se passe en Israël, quel est l'argumentaire que vous mettez en avant? Comment vous expliquez la réforme judiciaire? D'abord, je constate que nous ne sommes pas harassés de questions. Pour une raison très simple, les parlementaires français sont eux-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux prises avec une réforme extrêmement difficile. Et si vous êtes arrivé de regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, franchement, ce qui se passe à la Knesset, c'est ni pire, ni moins bien, ni mieux. On a vu des députés à l'Assemblée nationale se prendre par le col, s'invectiver, s'insulter. Donc, les parlementaires français, ils s'intéressent à ce qui se passe dans le monde aussi, et quand ils nous posent des questions, c'est souvent le cas évidemment, parce que nous en fréquentons beaucoup, et nous aurons encore une délégation de parlementaires qui arrivera en Israël dans quelques jours, eh bien, ils nous posent des questions, mais enfin, ils sont pas catastrophés. Bon, l'état du débat, c'est l'état du débat, et sur la réforme judiciaire, ils sont beaucoup moins intolérants ou dans l'incompréhension, parce que nous avons en France un système judiciaire d'une grande démocratie, avec la fameuse séparation des pouvoirs qui est indispensable. Les gens pensent que la démocratie, c'est voter ou même manifester dans les rues. Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Et en plus, autre chose qui s'appelle la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire, le pouvoir de la société civile. Enfin, c'est un montage extrêmement complexe et sensible. D'ailleurs, il faut que tous ces réglages se fassent de manière intelligente. Et donc, ils nous interrogent sur le fond de la retraite pour qu'ils puissent eux-mêmes comparer avec le système que nous avons en France. Alors, le système en France, vous le connaissez, Daniel. D'abord, en termes de séparation des pouvoirs, il y a beaucoup plus d'institutions qui ont été prévues par la Constitution et d'instances judiciaires de décision. Nous avons la Cour de cassation qui est le dernier recours pour tous ceux qui comparaissent en justice, et nous avons le Conseil constitutionnel qui se préoccupe uniquement des questions constitutionnelles, parce qu'en France nous avons une constitution. Alors ce Conseil constitutionnel, comme c'est le cas pour la Cour suprême, qui fait les deux, la Cour suprême c'est à la fois Conseil constitutionnel et Cour de cassation, alors peut ce Conseil constitutionnel, eh bien oui, annuler tout ou partie d'une loi qui aura été votée par le Parlement. Ça n'est pas aberrant, c'est possible, parce que les lois qui sont votées doivent être conformes à la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel, composé de 9 sages, ce sont tous des gens qui ont été désignés par les politiques. 3 pour le président de la République, 3 pour le président de l'Assemblée nationale et 3 pour le président du Sénat. Et puis, les anciens présidents de la République peuvent aussi, s'ils le souhaitent, siéger au sein du Conseil constitutionnel, qui est le Conseil des sages de la République. Donc, d'avoir en Israël une situation dans laquelle il faut réviser les conditions dans lesquelles ceux qui désignent les juges ou ceux qui deviennent juges de la Cour suprême sont nommés, n'est pas une chose aberrante, parce qu'encore une fois, on a dit séparation des pouvoirs, mais on a aussi dit équilibre des pouvoirs. Il ne faut pas qu'à un moment ou à un autre, une ou l'autre des institutions ou des structures ait un pouvoir exorbitant. Il faut que tout cela reste dans une situation qui soit balancée
équilibré, et il semblerait que parce qu'Israël n'a pas de constitution, parce qu'il y a eu un empilement de lois fondamentales et de lois tout court dans des conditions qui sont celles qui ont présidé à la création de l'État d'Israël il y a 75 ans, avec des urgences qui n'ont pas permis d'abord, et des situations particulières qui ont fait qu'on n'a pas de constitution, que le système judiciaire, il s'est un peu organisé à la fois par la loi mais également par l'usage. Donc oui, il y a pas, je ne vois pas de problème à ce que toutes les questions soient repensées. Elles doivent simplement l'être dans le respect du débat, dans le respect du dialogue, sans qu'il y ait des oukases et sans qu'il y ait des blocages. Voilà un peu comment je voudrais, je présente la situation auprès des parlementaires français. Qui sont pas particulièrement épouvantés, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Ils sont même pas épouvantés du tout. Bon, Israël, c'est une démocratie, il y a des débats. Et les pays où il n'y a pas de débat, où il n'y a pas de controverse, ça s'appelle une dictature. Eh bien, félicitons-nous, réjouissons-nous qu'Israël soit une vraie démocratie vibrante dans laquelle les débats peuvent avoir lieu. Par exemple, il y a quelques semaines de cela, Benjamin Netanyahou était à Paris, il a rencontré Emmanuel Macron. Macron lui a tout de même demandé d'exprimer son inquiétude par rapport à ce qui se passe en Israël. Est-ce que vous pensez, je vais vous poser une question générale à ce sujet, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron reçoit ces informations sur la réforme judiciaire du gouvernement israélien de la part de son ami Yair Lapid, qui est dans l'opposition et qui est le meneur de la protestation? Je pense que Emmanuel Macron doit avoir autre chose à faire que de tailler la bavette, comme on dit, avec Yair Lapid ou qui que ce soit d'autre à propos de la réforme judiciaire en Israël. Il est informé par les services consulaires qui sont en Israël. Il est informé par sa cellule diplomatique. Et puis il est informé. Voilà. Donc je pense qu'il sait à peu près ce qu'il doit savoir. Il voit bien que la situation est tendue, mais probablement que Benjamin Netanyahou a dû lui exprimer son inquiétude quant à ce qui se passe aussi en France. Il y a des sujets qui sont difficiles de part et d'autre dans la relation bilatérale entre deux pays, et on les évoque tranquillement. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait du côté... Bien sûr, c'est préoccupant, on voit une société démocratique se déchirer, sur des sujets qui sont quand même... là, j'ai fait la comparaison tout à l'heure avec la réforme des retraites, c'est peut-être un peu trivial, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes enjeux. Ce dont il est question en Israël, c'est quand même une certaine idée de la construction de la société et de la vie démocratique. Donc oui, c'est préoccupant. Je l'ai dit tout à l'heure en commençant, on doit manifester notre inquiétude, non pas par rapport à la réforme elle-même, mais par rapport aux conditions dans lesquelles le débat se tient, parce que la réforme, ben oui, mais il faut qu'elle soit le résultat finalement d'un consensus le plus large possible. Quand on touche à ce qui est essentiel dans une société, on ne peut pas le faire de manière trop étriquée, pardon. Et je pense que la majorité actuelle israélienne devrait en avoir conscience et être beaucoup plus sensible à ces sujets-là. On a connu d'autres situations en Israël où des majorités trop étroites ont créé une situation dans laquelle des décisions ont pu être contestées. Je me souviens, par exemple, des conditions dans lesquelles les accords d'Oslo ont été approuvés par la Knesset à l'époque, avec une très courte majorité, alors qu'il s'agissait là d'un tremblement de terre et d'un changement radical dans tous les paradigmes autour desquels la société israélienne avait l'habitude avec laquelle elle s'était construite et dans lesquels elle fonctionnait. Donc oui, il y a des sujets qui sont sensibles. Il ne s'agit pas de modifier des paramètres marginaux. Là, il s'agit de toucher à ce qu'une démocratie a de plus important, de plus cher, c'est-à-dire la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Vous mentionniez dans un post le 60e anniversaire du jumelage de Toulouse et de Tel Aviv, deux villes qui vous sont très chères. Et il y a quelques jours de cela, on apprenait que la municipalité de Barcelone voulait rompre justement un tel jumelage. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe actuellement en Israël, les tensions multiples, peuvent pousser, on va dire, des gouvernements européens en particulier à prendre des distances par rapport à Israël ou à reconsidérer leur relation avec l'État hébreu? La situation, alors là on est en train de changer de sujet, on ne parle plus de la réforme judiciaire, mais on parle de la situation de très grande tension qui existe
dans la région, oui, avec les attaques terroristes palestiniennes quasi quotidiennes, et pas depuis simplement qu'il y a un nouvel gouvernement en Israël, mais depuis presque, je dirais, si je voulais être large, depuis toujours, depuis 2 ans en tout cas, avec une recrudescence très forte de cette tension et une augmentation significative de ces attentats et malheureusement du nombre de victimes, plusieurs dizaines depuis 2 ans, et depuis le début de l'année, déjà beaucoup trop de morts côté israélien. Je dis côté israélien parce que il s'agit de civils pour la plupart d'entre eux, ou de militaires qui ont été tués de sang-froid par des terroristes sans qu'il y ait une raison militaire qui corresponde à une confrontation traditionnelle. Non, on est là face à des meurtres, à des assassinats sauvages et barbares, et contre lesquels les Israéliens doivent évidemment se protéger, tenter de prévenir les attentats et bien évidemment se défendre également. Donc on ne peut pas renvoyer les victimes des deux côtés. Donc d'un côté, il y a des personnes innocentes qui sont assassinées par des terroristes barbares, et de l'autre côté, il y a l'armée d'un État démocratique qui se défend, qui mène des opérations de contre-terrorisme, qui fait un travail de prévention indispensable pour éviter qu'il y ait davantage de morts. Et malheureusement, eh bien oui, c'est comme ça, quand vous battez les armes à la main, vous prenez le risque de vous faire tuer, de mourir, et on ne peut pas comparer ceux qui meurent parce qu'ils ont été l'objet des représailles israéliennes ou des opérations de contre-terrorisme, et ceux qui sont massacrés de sang-froid. Donc voilà, ça c'est un sujet. Alors oui, la situation extrêmement volatile et tendue nourrit l'extrémisme des Palestiniens d'abord, et de tous ceux qui les soutiennent en Europe et en France en particulier, ce qui explique un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans des groupes qui se disent pro-palestiniens, mais dont on sait bien que leur seul objectif n'est évidemment pas le bonheur, le bien-être ou l'avenir des Palestiniens, mais la destruction de l'État d'Israël. Je le dis assez rapidement, mais c'est même pas caricatural, c'est malheureusement la stricte vérité. Donc voilà, oui, il y a des situations de tension, et on va avoir un peu partout en Europe, là où l'extrême gauche et les islamistes sont les mieux implantés, là où les organisations pro-palestiniennes ont des terreaux favorables pour se développer, eh bien nous aurons des réactions comme celles que nous avons vues à Barcelone, avec une maire de Barcelone clientéliste, mais qui est enfoncée dans sa propre idéologie déjà depuis très longtemps, et qui a décidé de manière très autoritaire de rompre les relations de manière générale avec Israël, et de manière particulière avec sa ville jumelle Tel Aviv. Voilà, donc alors j'ai entendu certains faire des parallèles, parler du jumelage entre Toulouse et Tel Aviv. Est-ce que ce jumelage serait menacé? Alors pas du tout. C'est un jumelage très ancien. Nous célébrons cette année le 60e anniversaire de ce jumelage. C'était en 1962. Il est très solide, il est très ancré dans l'histoire de la ville de Toulouse. Et non, il n'est pas menacé, en tout cas pas menacé tant que à la tête de cette ville, il y a des gens raisonnables, des républicains, des démocrates. C'est le cas de Jean-Luc Moudenc, comme de tous les maires qui l'ont précédé. Et donc non, même si les organisations pro-palestiniennes les plus radicales comme Palestine Vaincra demandent, comme ils le font chaque année depuis maintenant des décennies, l'annulation de ce traité de jumelage, évidemment ce sont là simplement c'est des vœux pieux, et donc ça ne mènera à rien, et ça vaut même pas la peine de faire de la publicité à ces organisations qui sont juste des organisations néofascistes, extrémistes, et qu'il faut combattre, et que d'ailleurs nous combattons. Eh bien, Aryeh Ben-Semoun, merci beaucoup pour ce tour d'horizon autour de ce qui se passe en Israël, d'une manière ou d'une autre, la réforme judiciaire bien entendu, mais aussi les autres dossiers à l'ordre du jour, les autres dossiers brûlants. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Elnet France, et donc une délégation prochainement encore en Israël, comme c'est régulièrement le cas pour vous et pour votre association. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci, Aryeh. Daniel, bonne journée.